Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique au sujet de la transracialité. Et il s'agit du cas de Rachel Dolezal. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, maintenant, vous serez au courant, vous saurez tout. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, un jour, a décidé d'être une noire. Pourquoi vous allez me dire, elle a décidé d'être noire? Est-ce que c'est venu comme ça? Non, c'est tout un processus. Quoi qu'il en soit, parce qu'elle a décidé un jour d'être une noire, elle a mis tous les attributs qu'il fallait pour être une noire, à savoir cheveux, tissage, culture, etc. Elle s'est formée dans la culture noire. Elle a une richesse et une connaissance de la culture noire folle. Et du coup, elle s'est engagée dans la NAACP, hein, tout ce qui est droit civil des Noirs, lutte contre le racisme, etc., de la ville où elle était. Et elle a même été élue présidente pendant un certain temps. Elle a également été professeure à Howard. Howard, qu'est-ce que c'est? C'est le Harvard pour les Afro-Américains. C'est une université d'excellence afro-américaine qui a été créée et mise en place pour rivaliser avec Harvard parce que beaucoup d'Afro-Américains, bien qu'ils étaient brillants et venaient de familles importantes et ils avaient beaucoup de potentiel, bah, il y a une époque, ils ne pouvaient pas accéder à Harvard à cause du racisme, hein, et de la discrimination. Donc Howard a été créé pour un peu rivaliser. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc elle a réussi à être présidente à Howard pendant un certain nombre d'années. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que personne n'a vu que c'était pas une noire? Eh ben, c'est là où c'est un peu délicat aux États-Unis parce qu'il y a la règle du One Job Rule qui consiste à dire que dès que tu as une seule goutte de sang noir, t'es noir. Par conséquent, on le sait, si vous avez regardé ma chaîne, hein, ou si vous avez une bonne culture, que chez les noirs, on peut parfaitement avoir un enfant métis et il peut sortir blanc en fait. Donc, tu es toujours considéré comme noir aux États-Unis. Et il y a un excellent film qui a été réalisé par une actrice métisse qui s'appelle. En tout cas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Black, Black quelque chose, hein, je sais plus. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne me rappelle plus du titre du film, mais en tout cas, c'est un excellent film qui explique ce phénomène-là du privilège des métis, hein. Regardez sur ma chaîne, hein, vous allez le trouver. Ça explique tout ça en fait. Bref, c'est pas ça que je... Voilà, Clair-Obscur. Je suis partie sur Black. Le nom du film, c'est Clair-Obscur. Vous pouvez le trouver sur Netflix. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus d'analyse. Vous pouvez la regarder. Et donc, du coup, en fait, les gens pensaient que c'était une métisse, tout simplement, hein, une femme noire, du coup, pour les États-Unis. Donc, en fait, ben voilà, ils l'ont pris, elle faisait partie de tout ça, etc. Sauf que, durant les interviews, ben, il y a plusieurs personnes qui intervenaient, puisqu'il y a le documentaire sur Netflix et différents articles. Et certaines personnes disaient, ouais, mais on s'est quand même rendu compte que c'était bizarre, parce que quand elle parlait de ses expériences de racisme et de discrimination, eh bien, c'était pas comme si elle les avait vécues en fait. Il y avait quand même des choses qui étaient douteuses quand elle racontait sa vie, son histoire. Je me disais qu'il y avait un truc. Et d'autres, ils disaient, ouais, mais nous, quand on la regardait, on avait l'impression de voir une femme blanche qui avait mis une perruque. Mais à cause de la règle du One Job Rule, ils se sont quand même dit, bon, c'est peut-être une siesta. Voilà, on va pas... voilà. Et un jour, le poteau rose a été découvert. Comment ça a été découvert? Eh bien, tout remonte dans l'histoire de Rachel Dolezal. Rachel Dolezal est une jeune femme blanche qui a grandi dans le Montana auprès de parents qui étaient très chrétiens. Alors ne me demandez pas s'ils étaient évangélistes, catholiques ou je ne sais pas quoi. Je sais juste que le Montana, c'est dans les montagnes dans les États-Unis, où c'est une région où il y a beaucoup de blancs, il y a très peu de noirs. Peut-être ça a changé entre temps, je ne sais pas. Et du coup, elle a grandi là, dans une famille qui était très chrétienne, très pratiquante, mais vraiment à fond. Et eux, ils avaient eu un premier fils, sauf que quand en fait sa mère l'a mis au monde, elle a perdu énormément de sang, elle a failli mourir, donc elle en fait, malheureusement, comme sa naissance s'est très mal passée, la mère, elle a projeté sur elle beaucoup de perceptions négatives.
et de énergie négative. Du coup, c'était l'enfant maudite, comme elle a expliqué, qui n'était pas désirée, qui n'était pas aimable. Et donc, elle avait le sentiment qu'elle devait toujours mériter d'être aimée, d'être... voilà. Contrairement à son frère, qui était l'enfant béni et qui était adoré, choyé. C'était vraiment l'enfant parfait. Du coup, même, ils ont montré son certificat de naissance. Sur son certificat de naissance, c'est inscrit accouché par Jésus-Christ, quoi. Bon, chacun ses croyances, c'est le cas de le dire. Du coup, bah, elle a grandi comme ça. Sauf que ses parents, parce que c'était des grands chrétiens, bah, ils se sont quand même dit que, parce que je crois qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, quelque chose comme ça, que ce serait quand même bien d'adopter des enfants au lieu de les avorter, parce qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui ont besoin d'amour, ou voilà. Donc ils ont décidé d'adopter des enfants. Cependant, comme c'est compliqué d'adopter des enfants blancs, en tout cas à cette époque-là c'était assez comme ça, c'était plus simple d'adopter des enfants noirs. Et c'était moins coûteux. Donc ils ont obtenu des enfants noirs. Donc eux ils en ont pris 4. Un métis et 3 dark skin, dont une fille parmi les 4. Donc elle a grandi avec des demi-frères et sœurs noirs. Sauf que comme les parents c'était des chrétiens, ils étaient très sévères dans la discipline, bah, c'est un peu comme certains parents africains, quoi. Eux ils te tapent, ils prennent la ceinture, ils te fouettent, ils te font tout, quoi. Sauf que nous, bah, on se dit normal. Sauf que eux ils se sont pas dit normal. Eux ils se sont dit mais c'est de la maltraitance, c'est terrible. En tout cas ils ont subi beaucoup de maltraitance terrible de la part des parents, qui étaient abusifs, qui étaient vraiment horribles. Du coup, bah, elle, comme elle était l'aînée, parce qu'eux sont venus petits et elle était beaucoup plus grande qu'eux. Quand elle a eu sa majorité, elle est devenue adulte, elle est partie, elle a pris ses distances avec ses parents, mais comme elle était majeure, elle a adopté un de ses petits frères adoptifs. Donc il est devenu son fils, il s'appelle Isaiah. Et la fille, elle est partie de son côté, et puis les autres, ils sont restés près des parents, je pense, quelque chose comme ça. Sauf que le problème, et ça on le découvre un peu plus tard dans le documentaire Netflix, c'est que en fait la fille noire, elle avait été violée par le fils aîné, quoi. Il abusait d'elle, il la violait tout le temps, et puis quand elle s'est plainte à la maman a dit tu mens, etc. Toi t'es Satan, elle a mis du savon dans la bouche, etc. Donc c'est pour ça qu'elle, elle est partie de son côté. Et du coup, enfin la fille noire est partie de son côté. Et du coup, Rachel, elle est partie de son côté, c'était l'aînée, elle a adopté son frère. Et en fait, justement, elle explique que c'est à partir de là en fait que tout a commencé. Quand elle a adopté son petit frère Isaiah, qui est devenu son fils, elle s'est dit mais en fait lui, ce serait bien qu'il ait un enfant, enfin une maman noire. Et c'est là où sa transformation a commencé, son sentiment d'identification a commencé, parce qu'elle avait vraiment besoin de se sentir pleinement appartenir à la communauté noire pour que son fils Isaiah se sente bien dans sa peau, il se sente vraiment bien. Parce qu'en fait, les parents adoptifs, ses parents à elle, Rachel, là, qui avaient adopté les enfants noirs, comme ils étaient que dans un milieu de blancs, eux, ils n'avaient pas conscience de tout ce qui est culture, interracialité. Donc eux, ils les éduquaient comme des blancs. Et malheureusement, eux, en plus d'être maltraités par les parents, ils étaient victimes de racisme, de discrimination, on se moquait d'eux, on les traitait de singes, on les montrait du doigt. C'était horrible. Ils ont vécu une enfance horrible. Mais voilà, c'était une certaine époque. C'était des parents, voilà, eux, ils se sont dit, on va les adopter, quoi, dans l'amour de Jésus-Christ, quoi. Ils n'ont pas pensé à tout ça. Du coup, je reviens à Rachel, quand elle a adopté son fils, elle s'est dit... certainement qu'elle ne va pas faire la même erreur, que ce serait beaucoup mieux que son fils maintenant, il ait une maman qui est vraiment noire, surtout que moi j'adore la culture noire, je me suis toujours sentie proche de mes petits frères et sœurs, j'ai partagé leurs souffrances, leurs combats, je sais ce que c'est de ne pas être aimée, d'être rejetée par les parents, de ne pas être acceptée, donc elle a décidé d'être une femme noire, elle a commencé son processus. Alors ne me demandez pas comment elle a fait pour avoir une peau un peu plus métissée que blanche, d'après ce que j'ai compris, elle mettait du fond de teint, ou peut-être elle se faisait bronzer, je ne sais pas trop, mais elle a commencé à mettre des nattes, des dreadlocks, de mettre des afros, de faire tout comme les noirs, quoi. Et en plus, comme elle avait une formation universitaire de tout ce qui est culture africaine, ethnologie, etc., blablabla, ben voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et du coup, quand elle rencontrait les gens la prenaient, et elle a expliqué, les gens pensaient que c'était en fait une métisse, une mulâtre. Et elle disait pas non, elle disait rien. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et elle a eu une carrière brillante, elle a eu des prix, des distinctions, des trucs de fou, quoi. Elle était à toutes les manifestations, elle faisait c'était fou tout ce qu'elle faisait, quoi. D'autres femmes en faisaient autant, mais elle, apparemment, d'après ce que j'expliquais dans le documentaire, elle était beaucoup plus mise en avant. Et comment, en fait, elle s'est fait griller. Justement, comme la petite sœur qui est partie adoptive noire d'Arskin, elle est partie de son côté parce qu'elle s'est fait violer, abuser, personne ne la croyait. Elle a repris contact avec sa grande sœur Rachel, sa grande sœur adoptive, quoi, on va dire ça comme ça.
elles se sont rapprochées. Et elle en a parlé à Rachel de tout ce qu'elle a vécu, forcément. Et elle a décidé de porter plainte, la petite sœur, contre Josh. Sauf que les parents, ils ont défendu leur fils parce qu'ils ne croyaient pas. Et comme Rachel était du côté de sa petite sœur adoptive et pas du côté des parents et de Josh parce qu'elle les a rejetés, elle les détestait, elle les calculait plus, eux, ils ont pris un détective privé pour fouiller dans sa vie, etc., pour la discréditer comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et ils se sont aperçus en fait qu'elle se faisait passer pour une noire et tout, et tout, et tout. Enfin bref, un truc de... Vous avez compris? Donc ils l'ont dénoncé publiquement, ils ont dit ouais, faute, elle se fait passer pour une noire, c'est pas une noire, hein, c'est une fille blanche, nous on est ses parents et tout. Alors qu'elle, elle disait que un autre homme noir était son père et tout, c'était un truc de fou quoi. Et c'est là où elle s'est fait griller, elle s'est retrouvée dans la sauce. Du coup, les gens, ils ont commencé à la pourchasser, la harceler, à demander si elle était blanche, si elle était noire, etc., etc. Et du coup, elle n'a jamais dit qu'elle était blanche, mais elle a admis qu'elle n'était pas noire. On va dire ça comme ça. Et du coup, c'est là où tout le problème a commencé, parce que l'université de Howard, en 2002, l'ont licenciée. Du coup, elle a porté plainte contre eux pour discrimination raciale. Bien sûr, ça n'a rien donné parce que Howard a vraiment pour but d'être pour les Afro-Américains. C'est vraiment le but. Parce que les États-Unis, eux, n'ont pas de problème avec tout ce qui est communautarisme. Justement, c'est voulu pour éviter des dérives, en fait. Et du coup, en tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué dans le documentaire. Et du coup, elle a porté plainte contre Howard. Elle a été démise de ses fonctions de présidente à la NAACP, la droit civique, enfin tout ce qui consiste à lutter contre les droits civiques pour les Noirs, etc. et tout. Et elle s'est retrouvée dans la sauce parce que tous les Noirs, tout le monde était, c'est même plus en colère, la rage, la haine contre elle, mais je crois qu'ils voulaient sa mort, quoi. Pourquoi? Vous vous en doutez déjà. Parce qu'ils ont été blessés déjà, parce qu'elle a menti, ils ont estimé que c'était une fraude. Il y a eu ça. Pardon. Ils ont estimé que elle prenait la place d'une femme noire. Et 3, ils ont estimé que elle se servait de son white privilege. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Eh bien, elle peut se permettre de frauder à Howard dans l'organisation NAACP pour tout ce qui est droit civique. Il lui arrive rien, tout simplement. Et ça a beaucoup blessé beaucoup de gens. Alors bien sûr, elle a perdu beaucoup de gens, beaucoup d'amis, mais son entourage très proche, ses demi-frères et sœurs adoptifs, quelques amis, sont quand même restés proches d'elle parce que eux, ils se sont dit, bon, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, maintenant on dit que t'es une femme blanche, mais ils se disent, bon voilà, nous on la connaît, elle nous a pas fait de mal, on l'aime comme elle est, quoi. Ça reste quand même notre sœur, notre maman, etc. Mais elle fait souffrir beaucoup de gens autour d'elle. Il faut pas rêver en fait, parce que elle s'est mariée avec un homme noir, elle a même divorcé de cet homme noir là. Bon, elle a expliqué que c'est parce que lui il voulait qu'elle soit à la maison et puis qu'il voulait pas en fait qu'elle se prenne pour une femme noire, qu'elle travaille à Howard, qu'elle porte des tissages, qu'elle porte des vêtements de femme noire. Lui il voulait pas, il voulait qu'elle soit une femme blanche en fait. Et il a raison. Lui il se dit, je me suis mis avec une femme blanche. Certes t'aimes les noirs et tout, la culture noire et tout, mais t'es une femme blanche. Et du coup, en fait, qu'est-ce que les Noirs Je vous ai dit tout ce que les Noirs lui reprochaient, mais ce qu'ils lui reprochent surtout, c'est le fait que tu peux soutenir notre cause, tu peux aimer notre culture, tu peux être à notre côté, être notre allié, nous soutenir dans notre combat, mais tu n'es pas une femme noire. Parce que si tu te dis que tu es une femme noire et que le concept de transracialité passe, tu vas prendre la place à des femmes noires. Et ça, c'est juste pas possible. Et pour une fois, hein, ils se sont pas laissés faire. Alors là, ils l'ont combattu sur tous les fronts. Humoristes, tout. Il y a eu des débats, c'était un truc de fou. Et même certains ils disaient, ouais, mais pourquoi un transgenre peut parfaitement être une femme alors qu'il est un homme? Et ils ont pris le cas de Caitlyn Jenner, l'ancien Bruce Jenner, l'ex-mari de la mère à Kardashian, là. Et pourquoi elle ne pourrait pas être une trans noire? Elle pourrait pas être noire, même si elle est blanche, mais elle se sent noire, pourquoi elle pourrait pas? Et les Noirs, ils ont dit, mais ça n'a rien à voir. Être noire, c'est biologique. C'est aussi avoir de l'afrodescendance en toi. Elle n'a pas ça. Elle, c'est une femme blanche. Elle n'a pas d'ancêtre noir, etc. De plus, parce que c'est une femme blanche, elle ne pourra jamais vivre et comprendre ce que c'est être une femme noire, ce qu'une femme noire vit au quotidien. Le racisme, la discrimination à l'embauche, tout ce qui est profilage ethnique par rapport aux policiers, tout
la souffrance qu'une femme noire vit du fait de ne pas être le standard de beauté blond, blanche et yeux bleus, ce que la femme vit à cause de ses cheveux crépus qui ne sont pas acceptés, ce que la femme vit par rapport à sa peau noire, et ils ont parlé du colorisme, déjà qu'il y avait au sein de la communauté noire, que plus t'es noire, moins t'es désirable, et plus t'es claire, blanche, plus t'es désirable. Ils ont dit, elle ne vivra jamais ça, elle ne connaîtra jamais ça. Et il y avait des femmes noires qui pleuraient carrément parce qu'ils disaient, mais on apprécie que tu aimes notre culture, que tu défends notre cause, que tu te bats pour nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Il disait vraiment, ça, on t'aime pour ça. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire ça. Non, on n'est pas dans le rejet. On n'a pas de problème avec ça. C'est pas que réservé aux noirs la lutte, hein. Mais tu peux pas être une femme noire. C'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'au début, moi, je lisais les articles, je regardais des documentaires. Je me disais, bon. Et au bout d'un moment, c'est vrai que plus tu avances dans le documentaire, plus tu vois tout ce qui se passe, tous les événements, tu te dis, mais c'est vrai. Et en fait, elle ne peut pas être une femme noire. C'est vrai. Elle ne vivra jamais, ne serait-ce que le chouïa de ce que vit une femme noire. C'est juste pas possible. Nous, ce qu'on vit, c'est juste fou. Et du coup, il y a des médecins qui ont dit qu'elle souffrait d'un trouble qui s'appelle le trouble de dissociation. Ça veut dire qu'elle a tellement en fait souffert au sein de sa famille blanche par ses parents, ils l'ont tellement rejetée, ils l'ont tellement maltraitée, elle a tellement vu la souffrance de ses frères et sœurs qui étaient maltraités, abusés, etc., qu'elle s'est dissociée de ses parents. Donc elle a rejeté tout ce qu'étaient ses parents, leur culture, leur blanchitude et tout, et elle s'est elle s'est identifiée en fait à ses frères noirs, et c'est ce qui s'est passé. Ça arrive dans les cas de beaucoup de traumatismes. C'est pas du tout le syndrome de Stockholm. Et ça arrive aussi beaucoup chez les Noirs. Par exemple, le cas de Tina Turner, on dit que ce serait aussi ce phénomène-là. Tina Turner, vous connaissez son histoire, hein. Elle a grandi dans une famille afro-américaine. Le père l'a abandonnée à la naissance. La mère, elle, l'a négligée. Elle s'est tirée aussi au bout d'un moment. Tina Turner s'est retrouvée abandonnée chez des tantes. Elle a été maltraitée, abusée, tout ce que vous voulez, hein. Ce qui se passe beaucoup dans la communauté noire. Ensuite, parce qu'elle avait du talent dans les chants, elle était mignonne. Elle a rencontré Ike un peu plus tard. Ike, il lui a fait tout ce qu'il lui a fait et c'était horrible, quoi. Il l'a tabassé de tous les côtés. Il a tellement traumatisé la fille que le jour où elle a réussi à se tirer, elle s'est tirée en Europe, pays où il y avait que des blancs. Elle s'est mise avec un homme blanc. Elle s'est entourée d'un staff à 99% de blancs. Et les noirs, elle a dit, voilà, quoi. Ça, c'est plus mon problème. Donc, pour Tina Turner, on dit qu'elle a aussi c'est pas la seule, mais on dit qu'elle a souvent ça. Effectivement, c'est ce que beaucoup de Noirs ne comprennent pas. C'est pas le syndrome du Stockholm, en fait. Quand des Noirs ont vécu des blessures profondes, des traumatismes profonds au sein de leur communauté, ils peuvent s'identifier à des Blancs ou être préférés, c'est même pas ça, être avec des Blancs, Asiatiques, Maghrébins, tout ce que tu veux, ils rejettent tout ce qui est noir. Et l'inverse est pareil. Dans le cas de Rachel Deloval, Rachel Doleza, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Doleza, eh bien, elle, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que les médecins, en fait, ils ont dit. Et bien sûr, elle ne veut pas faire de thérapie, bien qu'on lui dise, va faire une thérapie au lieu d'essayer de te prendre pour une noire. Et elle a même inventé un nouveau mot, elle a appelé ça trans-noir. Et c'est devenu un gros problème. Bien sûr, elle a des enfants, elle a un petit garçon, un adolescent, et elle vient d'avoir un bébé. Et l'adolescent, il souffre énormément, et il dit toujours à sa mère, sa mère, arrête tout ça, quoi. Dis que t'es une femme blanche, arrête tout ça et lâche l'affaire. Mais elle, en fait, non. Elle veut pas, elle veut à tout prix être une femme noire, elle veut être reconnue comme ça. Elle dit que c'est mon identité, c'est comme ça que je me sens, ça fait partie de ma culture, moi je me sens comme une femme noire. Et le fils adoptif qu'elle a adopté, lui aussi, il souffre de ça parce qu'en fait, elle a aussi un problème, moi, de ce que j'ai observé, d'attention. Je pense que ils ont dit c'est un syndrome comme de Munchausen par procuration. C'est pas exactement Munchausen parce que le syndrome de Munchausen, c'est quand en fait, tu infliges de la souffrance à ton enfant pour que toi, tu reçois de l'attention. Elle, c'est pas exactement ce qu'elle fait, mais en fait, elle se sert de la souffrance de ses fils pour susciter de l'attention. Et ce qu'ont expliqué certaines femmes afro-américaines qui ont travaillé avec elle dans la NAACP, hein, ils ont dit en fait que elle, les histoires qu'elle racontait de discrimination, de racisme qu'elle vivait, déjà il y a plein de choses qu'elle a inventées apparemment, qu'elle a menti, comme quoi elle était victime de crimes haineux, etc. Et c'était pas vrai. Et d'autres, en fait, c'était ses fils adoptés, c'était ses enfants qui vivaient ça, parce que son fils est métis
et son fils adoptif, lui, il est dark skin. C'est eux, en fait, qui vivaient ça. Donc, en fait, elle se servait de leur histoire pour se l'approprier. Et elle se servait d'eux pour susciter la sympathie, l'attention des gens, pour prendre part à la souffrance des Noirs américains, quoi. Et du coup, il y en a une qui a expliqué comme ça, elle disait en fait, je souffre, non, je suis en danger parce que j'ai des enfants noirs. C'était ça le truc. Et ça lui faisait mal parce qu'elle disait, ouais, mais en fait, elle sert complètement de son white privilege, quoi. Elle a la possibilité, et beaucoup de Noirs ont dit ça, ils ont dit, ben elle, en fait, elle a la possibilité de se faire passer pour une femme noire, ça passe, ça va passer, mais nous, on pourra jamais, avec notre peau basanée, nos cheveux crépus, se faire passer pour des blancs, en fait. Elle a reçu beaucoup d'attention médiatique, beaucoup de talk shows, on l'a invitée pour essayer de comprendre le phénomène, forcément, un peu comme Malaika ou Boué. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la consulter. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et certains de la NAACP étaient aussi pas contents, en plus de toutes les raisons que j'ai invoquées, parce qu'ils disent beaucoup de femmes noires ont fait autant qu'elles, ils n'ont jamais reçu autant de prix, de distinction, d'attention. Et ils ont dit, et pourquoi elle a eu tout ça? Parce qu'elle a une peau forcément plus claire, plus blanche. En tout cas, à l'époque, on la prenait pour une métisse. Ils se sont dit, parce que comme c'est une métisse, c'est un peu comme la Angela Davis, c'est pour ça qu'elle a reçu toute cette attention-là. Et ça aussi, ça faisait mal, quoi. Et du coup, la communauté noire, ils lui pardonnent absolument pas. Déjà, personne ne lui pardonne. Blanc comme noir, ils laissent pas passer, quoi. Ils n'ont pas laissé passer. Après, je pense que, et il y en a, ils ont dit aussi pourquoi ils l'ont quand même entendu, parce que c'est une femme noire. Une femme blanche, pardon. Parce que si ça avait été une femme noire, ils n'ont même pas calculé, quoi. Ils se sont dit, ouais, toi, tu te prends pour une blanche castor. On s'en fout. Mais comme c'est une femme blanche, ils ont dit, ben là, elle a le droit de faire tout son petit beans, on la reçoit, on lui donne de l'attention, etc., etc. Et elle a même écrit un bouquin, Full Color, que j'ai quand même acheté, hein, pour voir ce qu'elle racontait. Et il s'est vendu à 596 exemplaires, donc personne ne l'a pratiquement pas acheté, ça n'a absolument pas marché. Et du coup, ben, les journalistes lui ont fait comprendre, ben voilà, maintenant ta réponse. Les Noirs veulent pas que tu sois une Noire. Là, tu as compris. Ils veulent bien que tu sois à leur côté, que tu sois leur allié, que tu luttes avec eux, pas de souci. Mais ils veulent pas que tu sois une Noire. Donc lâche l'affaire, quoi. Et finalement, ben, elle, qu'est-ce qu'elle a quand même fait malgré tout ça? Elle a quand même changé son prénom et elle s'est pas appelée Malaika Oboué comme l'autre, hein. Elle s'est appelée Nkechi Amaré Diallo. Et c'est un autre problème qu'elle se rajoute, mais peut-être qu'elle n'est pas au courant parce que c'est afro-américaine, je ne sais pas. En Afrique, un nom, un prénom, ça a une histoire. Des ancêtres, les griots racontent ça, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense que dans les autres parties de l'Afrique, c'est aussi similaire. Il y a aussi une histoire derrière un nom de famille. Donc, elle s'approprie quelque chose qui a une très forte symbolique en Afrique, extrêmement puissant. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas. Diallo, c'est quand même des Peuls qui ont créé des empires. C'est toute une histoire derrière cette ethnie-là. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas, ou peut-être qu'elle le sait parce qu'elle a tellement des connaissances sur l'africologie que c'est possible qu'elle connaisse, je ne sais pas. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que son fils adoptif, il voulait rentrer à Howard, et que il risque de ne pas se faire accepter à cause de tout le scandale que sa mère a fait, elle a porté plainte puisqu'elle a été licenciée de là-bas, eh bien, lui, il n'en pouvait tellement plus qu'il a décidé d'aller en Espagne, de prendre la distance vis-à-vis d'elle pour qu'elle se démerde, parce que ça l'affectait trop. Son fils, je vous l'ai dit, il est en dépression, et sa sœur adoptive qui avait porté plainte contre le frère pour abus sexuels, viol et tout, sa plainte a été rejetée, non recevable, à cause de Rachel, parce qu'ils se sont dit, t'es trop une mytho, tu t'es passé pour une noire, t'as trop menti sur des attaques raciales, c'est pas vrai. Donc, nous, on pense aussi que tu mens par rapport à ta petite sœur. Elle s'est pas fait abuser, faut pas la croire. Donc, en fait, malheureusement, à cause de sa volonté et de sa tétutesse de vouloir être noire à tout prix, être reconnue comme trans-noire, elle pourrit la vie de tout son entourage. Et tout ce que les Noirs lui demandent, dis juste que tu es une femme blanche et viens te battre à nos côtés, viens faire ce que tu as à faire à nos côtés. Elle veut pas. Elle dit non, moi je vais être reconnue comme une femme noire. Elle s'est même tissée, etc., faire les nattes, tout. Moi j'ai vu ça, je fais, hi, vraiment. Et c'est une artiste, hein. Elle fait de la peinture, elle peint tout en noir, des femmes noires, toute la culture noire, elle fait que ça. Toute sa vie, son univers est noir. Pour le dire, sans jeu de mots. Mais les Noirs ils disent non, t'es pas une femme noire. Donc, en tout cas, elle a perdu la bataille parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Mais c'est ce que je vous disais pour Malaika Oboué.
il y aura de plus en plus de personnes, blanches ou autres, qui voudront se revendiquer comme noires. Et c'est les femmes noires, si elles se laissent faire, qui vont perdre. Ça, c'est clair. Cela va sans dire. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.